passons maintenant au lactate de Ringer. Le lactate de Ringer. Donc, c'est notre liquide ou soluté de remplissage. Alors, le lactate de Ringer, c'est un soluté isotonique, toujours. C'est très important de définir l'isotonicité du liquide de remplissage. Donc, c'est un liquide isotonique. Ça veut dire que à l'intérieur de l'organisme, il n'exerce aucun pouvoir osmotique sur le milieu. D'accord? C'est ça ce que veut dire un soluté isotonique. Isotonique, ça veut dire qu'il va qui ne va pas exercer d'action osmotique sur le milieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise maintenant le lactate de Ringer? C'est qu'il contient divers ions. Et là, c'est la différence du NaCl 0,9% qui ne contenait que du sodium et du chlore. Le Ringer lactate, ou bien le lactate de Ringer, on va voir qu'il possède des ions. Donc, on va voir quels sont les ions qui sont contenus dans ce liquide. Alors, il faut savoir aussi que la composition du lactate de Ringer est très proche de celle du plasma. Donc, il n'y a pas une grande différence entre la composition en molécules, en ions et en cations, par rapport au plasma. Il est classé aussi dans la classe des cristalloïdes. Il est classé dans les solutés cristalloïdes. Il est classé dans les cristalloïdes. Maintenant, essayons de voir un petit peu la composition ou bien les caractéristiques de ce lactate de Ringer, ou bien le Ringer lactate. Alors, c'est un soluté qui va agir essentiellement dans le compartiment extracellulaire. Il possède une osmolarité de 275 millimoles par litre, donc il est isotonique comme on vient de dire. Le pH, là, le pH, il est de 6,5. Donc, c'est un pH qui se rapproche de la neutralité par rapport au NaCl 0,9% qui était franchement acide par rapport au lactate de Ringer. Donc, le pH, c'est un pH qui se rapproche de la neutralité. Il est à 6,5. Le lactate de Ringer aussi ne contient pas de dextrose. Donc, ce n'est pas une source glucidique. Ce n'est pas une source glucidique. Il ne contient pas de dextrose. Donc, d'apport glucidique. Sur le plan composition, donc de quoi est composé ce liquide? Alors, le soluté de Ringer, le lactate de Ringer est constitué de sodium. Donc, il contient du sodium à 130 millimoles par litre. D'accord? Millimoles par litre. Il contient aussi du chlore. Il contient du chlore à 109 millimoles. Et là, vous pouvez remarquer que la teneur en chlore du lactate de Ringer est nettement inférieure à celle du NaCl. Et donc, le problème de l'acidose hyperchlorémique n'est pas rencontré chez le lactate de Ringer. Donc, ça, c'est le premier point qu'on peut remarquer, qu'on peut voir. D'accord? La teneur en potassium, elle est de 4 millimoles par litre,
ça reste toujours une quantité négligeable par rapport à la quantité de potassium au niveau de l'organisme. Et on va voir que le lactate de Ringer possède aussi comme défaut, comme problème, la fameuse hypocalémie de dilution, hein? Mais quand même, il contient du potassium par rapport au NaCl. Concernant le Mg, donc le magnésium, le lactate de Ringer ne contient pas de magnésium. Il ne contient pas de magnésium. Par contre, il contient en petite quantité du calcium. Donc, avec 3 millimoles par litre. D'accord? Millimoles par litre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lactate de Ringer contient moins de chlore que le NaCl, ce qui va empêcher les problèmes d'acidose par hyperchlorémie. Et on va voir que le Ringer lactate, il peut entraîner des problèmes d'acidose par un autre phénomène. Donc, il contient du sodium, il contient du chlore, il contient du potassium, pas du tout de magnésium et très peu de calcium. Maintenant, essayons de voir quel est donc le comportement de ce lactate de Ringer dans l'organisme. Quel est le comportement du lactate de Ringer au niveau de l'organisme? Donc, comportement du Ringer lactate au niveau de l'organisme, ça veut dire que qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on va l'injecter au niveau de l'organisme? Alors, il faut aussi savoir que lorsqu'on injecte du Ringer de lactate, il va se retrouver à 100% au niveau de la circulation, du secteur intravasculaire. Et à partir de ce 100%, 70% vont être distribués directement au niveau du secteur interstitiel. Et comme c'est un réhydratant spécial du milieu extracellulaire, au niveau du milieu intracellulaire, il n'y a pas de passage. Au niveau du secteur intracellulaire. D'accord? Donc, le lactate de Ringer n'est pas un soluté utilisé pour régler des problèmes de déshydratation intracellulaire. D'accord? Intracellulaire. D'ailleurs, le NaCl aussi, hein, puisqu'on a vu que 70% c'était le milieu interstitiel et 30%, hein, on avait appelé ça, hein, le chef Yin, le PEV, le pouvoir d'expansion volémique. Et là, vous voyez que 30%, hein, 30%, c'est très peu par rapport à une quantité qu'on doit retrouver 1 heure après l'injection qui peut régler des problèmes de remplissage vasculaire. Et donc, nous allons avoir les mêmes problèmes de remplissage vasculaire qu'on a rencontrés au niveau du NaCl, on va les retrouver au niveau du lactate de Ringer. Et on va dire que le lactate de Ringer n'est pas un liquide qu'on peut utiliser pour avoir un remplissage vasculaire très important et rapidement pour juguler ou pour régler au mushkil l'hypovolémie et le choc hypovolémique essentiellement. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'extension volémique TAO, il est bas, donc 30%. Hein? Donc 30%. Qu'est-ce que ça veut dire 30%? On va voir dans le deuxième. Donc les indications, les inconvénients et les contre-indications. Donc indications, inconvénients et contre-indications du lactate de Ringer, hein, ou bien le Ringer lactate, hein, lactate de Ringer. Donc premier
donc il est utilisé pour lutter contre la déshydratation. Hein, c'est le même cas que pour le NaCl à 0,9%. Donc les déshydratations, et là je mettrai légère toujours, hein, légère. Ou bien certains chocs hypovolémiques, là, léger. Donc, choc hypovolémique, soit en début, soit, c'est-à-dire en phase de compensation, ou en phase de compensation, ou bien compensé. En phase de décompensation, le lactate Ringer n'est pas capable de redonner, de redynamiser la volémie, et donc il n'est pas très indiqué lors de chocs en décompensation. Hein, lors de chocs en décompensation. Voyons maintenant les inconvénients lors du remplissage vasculaire. Hein, c'est pratiquement les mêmes qu'on a vu pour le NaCl à 0,9%. Donc, il a un pouvoir de remplissage médiocre, donc un grand volume injecté. Hein, un grand volume injecté, ça veut dire que le pouvoir d'extension volumique, il est bas, donc 30%. Hein, 30%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le remplissage effectif du secteur intravasculaire, hein, il a besoin d'une demi-heure. Hein, d'une demi-heure. Ça veut dire, pour avoir un remplissage effectif, d'accord, donc réel, il faut une demi-heure. Une demi-heure. Hein, chose qui est un petit peu lent. Hein, donc, c'est une lampe, surtout lorsqu'il s'agit d'un choc hypovolémique où on doit intervenir, où on doit faire augmenter la volémie en un laps de temps très court. En un laps de temps très court. Donc, grand volume injecté, hein, suite au pouvoir d'expansion volémique qui est de 30%. Nous avons aussi l'autre inconvénient, c'est le pouvoir de remplissage trop faible, donc avec un PEV de 30%, donc nous avons besoin 3 fois le volume manquant. Hein, 3 fois le volume manquant. Donc on a vu que le NaCl nécessitait 4 fois le volume manquant. Pour le lactate de Ringer, nous avons besoin de 3 fois le volume manquant, ce qui est une chose très importante. Donc il faut injecter 3 fois le volume qu'on a calculé. Et c'est énorme. C'est énorme. Le troisième inconvénient, toujours dans le lactate de Ringer, c'est l'action fugace. L'action fugace, ça veut dire l'action rapide. Hein? L'action rapide. Rapide. Effectivement, en 1 heure, nous avons seulement 300 millilitres qui persistent dans le secteur intravasculaire. Et ce qui va nous obliger de refaire à chaque fois des perfusions de grande quantité avec les risques qu'on encourt. Ce qui nous amène à dire, comme on l'a dit pour le NaCl à 0,9%, que le Ringer le lactate de Ringer, ou bien le Ringer lactate, n'est pas très indiqué pour avoir un pouvoir de remplissage énorme. Pourquoi? Parce que son pouvoir de remplissage, il est modéré et il est transitoire. Il est modéré suite à son pouvoir d'extension volémique, et il est transitoire parce que rapidement, après 1 heure, nous avons uniquement 30% du volume qui va rester au niveau circulatoire, ce qui n'est pas intéressant pour faire remonter la pression osmotique au niveau du milieu intravasculaire. D'accord? Milieu intravasculaire.
Voilà. Autre chose, donc ça c'est la même feuille. On essaiera de voir maintenant quels sont les risques liés à l'usage du lactate de Ringer. Hein? Les risques liés à l'usage du lactate de Ringer. C'est pratiquement les mêmes effets secondaires ou bien les risques qu'on a étudiés lorsqu'on a vu le NaCl à 0,9%. À savoir, donc, les risques d'œdème, et là, c'est surtout l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral, hein, donc qui sont les deux œdèmes lesquels il faut faire très attention pour les éviter parce que c'est des œdèmes généralement mortels. C'est des œdèmes généralement mortels. Il y a aussi le risque d'hypocalémie, donc ce qu'on appelait l'hypocalémie de dilution, hein, suite à la dilution et à la faible teneur en potassium du lactate de Ringer. Donc il avait les mêmes hypocalémie de dilution. Et c'est pour cette raison que même avec le lactate de Ringer, il faut songer à additionner du KCl pour éviter le problème d'hypocalémie de dilution. D'accord? Un autre risque, c'est le risque d'acidose. Le risque d'acidose. Et là, je précise que le lactate de Ringer peut aggraver un état d'acidose lactique, hein, c'est bien précise, acidose lactique. Il peut aggraver un état d'acidose lactique préexistant, ça veut dire qu'elle existe avant d'entamer la procédure de réhydratation. Hein. C'est comme par exemple le cas d'un choc hypovolémique. Vous savez que lors d'un choc hypovolémique, nous avons une hypotension et une vasoconstriction périphérique avec une anoxie, ce qui va diminuer le taux d'oxygène qui arrive au niveau des cellules. Ces cellules vont se réorienter vers la glycolyse anaérobie avec formation d'acide lactique, ce qui va augmenter le taux de lactate. Et maintenant, si on rajoute du lactate de Ringer, donc qui contient du lactate, on peut aggraver cette acidose lactique. Donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez du lactate de Ringer lors d'acidose lactique préexistante. L'acidose lactique préexistante. Là, je précise que c'est une acidose lactique métabolique, à ne pas confondre avec l'acidose lactique du rumen chez les ruminants. Donc là, c'est une acidose lactique métabolique. D'accord? Maintenant, quels sont les domaines d'utilisation de ce lactate de Ringer? Donc, c'est pratiquement les mêmes domaines. Donc, le comblement des besoins quotidiens, hein, en corrigeant l'hypocalémie de dilution, c'est comme le cas du NaCl, et on va voir que le lactate de Ringer peut être utilisé pour le comblement des besoins quotidiens lorsqu'on va aborder les problèmes de déshydratation et de traitement de déshydratation. La correction de la déshydratation, lorsqu'elle est légère, hein, c'est le même cas que pour le NaCl à 0,9%, et le choc hypovolémique modéré sans hémorragie. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'hémodilution avec diminution du taux de protéines et la diminution de la pression oncotique avec la diminution de la pression de drainage et donc la genèse des œdèmes, notamment les œdèmes pulmonaires et les œdèmes l'œdème cérébral. Ceci termine donc le lactate de Ringer. Donc on a vu grosso modo les caractéristiques et l'utilisation de ce lactate de Ringer. Passons maintenant au NaCl à 7%. Donc le NaCl à 7%. Le NaCl à 7,5%. Le NaCl à
7,5%. Alors, c'est un soluté fortement hypertonique. Donc, on est sorti de l'isotonicité. Et là, c'est un élément très important. Il faut savoir que le NaCl à 7,5%, c'est un soluté hypertonique. Et toujours dans la tête que le NaCl à 7,5%, c'est un soluté hypertonique. Hypertonique. Ça veut dire qu'il peut exercer à l'intérieur de l'organisme un pouvoir osmotique. C'est ça. C'est ça. S'il est hypertonique, il peut exercer un pouvoir osmotique. Il peut exercer un pouvoir osmotique. D'ailleurs, il a une forte osmolarité. Il a une forte osmolarité. Il est classé toujours dans les solutés cristalloïdes. Il est toujours classé dans les solutés cristalloïdes. Donc, il est hypertonique, il a une forte osmolarité et c'est un soluté cristalloïde. Donc, depuis le début, le NaCl, c'est un cristalloïde. Le lactate de Ringer, c'est un cristalloïde. Le NaCl à 7,5, c'est un cristalloïde. Donc, les colloïdes. On va les voir au fur et à mesure lorsqu'on va avancer dans nos vidéos, Inch'Allah. Donc, même chose, même topo. Nous allons voir maintenant les caractéristiques du NaCl à 7,5%. Alors toujours, dès que vous voyez le NaCl 7,5%, vous mettez hypertonique. C'est très important. D'accord? C'est un soluté hypertonique. C'est un soluté hypertonique. Donc, dans quel milieu il va agir? C'est dans le compartiment extracellulaire, toujours. D'accord? Dans le milieu extracellulaire, dans le compartiment extracellulaire. L'osmolarité, c'est un hypertonique. C'est un hypertonique. L'osmolarité, c'est un hypertonique. D'accord? Donc, c'est hypertonique. Il a une tonicité augmentée par rapport au plasma, par rapport au milieu intracellulaire et extracellulaire. Hein? D'accord? C'est ça ce que veut dire hypertonique. Le pH, c'est un pH plus ou moins acide. Donc, vous le voyez. Donc, c'est un pH de 5,1 et qui ne contient pas de dextrose. Qui ne contient pas de dextrose, ça veut dire une source glucidique. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on a vu uniquement des solutés qui ne contiennent pas de glucose, hein, et qui sont des cristalloïdes. Pour les caractéristiques moléculaires, donc il contient du sodium à 1283, c'est énorme, millimoles par litre. Hein? Il contient aussi du chlore, d'accord, du chlore à 1283 millimoles. Hein? Il ne contient pas ni de potassium, ni de magnésium, ni de calcium, hein, ni de calcium. Donc, c'est vraiment du NaCl pur, avec de l'eau à des concentrations très importantes. D'accord? À des concentrations très importantes. Il est quand même à 1283 millimoles par litre de sodium et à 1283 millimoles de chlore. Ce qui fait que le NaCl est classé dans les solutés hypertoniques à 7,5%. Hein, à 7,5%. D'accord? C'est un soluté hypertonique. Maintenant, essayons de voir un petit peu à l'intérieur de l'organisme comment il va se comporter. Comment il va se comporter.
Donc, à l'intérieur de l'organisme, il va se comporter de la manière suivante. Alors, puisqu'il est hypertonique, l'injection de NaCl à 7,5% va se retrouver à 100% au niveau du milieu plasmatique. Et puisqu'il est hypertonique par rapport au milieu interstitiel, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir non seulement la sortie de l'eau du milieu interstitiel et du milieu cellulaire, intracellulaire, parce qu'il exerce un pouvoir osmotique très important. Et si vous vous souvenez de l'osmose, c'est le passage de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et dans ce cas, c'est le secteur intravasculaire qui est le plus concentré. En quoi? En sodium et en chlore. Donc, cette hyperosmolarité va entraîner automatiquement la sortie de l'eau du milieu interstitiel et du milieu intracellulaire vers le milieu plasmatique. Ce qui va nous donner une quantité supérieure à la quantité injectée de 5 fois. Ça veut dire 500%. Et on avait appelé ça, si vous vous souvenez, le PEV, le pouvoir d'expansion volumique. Le pouvoir d'expansion volumique. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Le pouvoir d'expansion volumique du NaCl à 7,5%, il est de 500%. Il est de 500%. Ça veut dire que si on a besoin d'augmenter la volémie en utilisant du NaCl à 7,5%, on va utiliser 5 fois moins la quantité qu'on a calculée. Il est très intéressant pour faire augmenter la volémie et la pression hydrostatique au niveau du milieu du milieu plasmatique. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour le comportement du NaCl à 7,5% dans l'organisme. Maintenant, essayons de voir les indications et les inconvénients. Hein? Les indications et les inconvénients. Donc, vous pouvez donc le deviner, hein? Puisqu'il a un pouvoir d'expansion volémique très très important. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser justement lors du choc hypovolémique. Et c'est un réhydratant très très intéressant lors du choc hypovolémique. D'accord? Lors du choc hypovolémique. Donc, c'est l'une des indications principales du NaCl à 7,5%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a une capacité d'augmenter rapidement la volémie dans le secteur intravasculaire. D'accord? Donc, si vous avez un problème de choc hypovolémique, surtout à des stades très avancés, utilisez du NaCl à 7,5%. Du NaCl à 7,5%. Qu'est-ce qui nous a fait dire ça? C'est les caractéristiques lors du remplissage vasculaire. Les caractéristiques lors du remplissage vasculaire. En effet, par quoi se caractérise le NaCl à 7,5%? Par son faible volume injecté. Il est très très intéressant, surtout en bovine. Pourquoi? Parce qu'en bovine, vous savez que pour réhydrater une vache de 600 kg, on arrive des fois jusqu'à 40 litres, voire 60 litres. Ça, c'est énorme pour une réhydratation. Et comme
7,5%, on peut utiliser 5 fois moins la quantité. Donc, il devient très intéressant pour la réhydratation chez l'espèce bovine ou les grandes espèces en général. Pourquoi? Parce qu'il a un faible volume à injecter. D'accord? Et le remplissage effectif du secteur intravasculaire, il est rapide en quelques minutes. Donc, c'est une rapidité aussi. Lorsque nous avons un problème de choc hypovolémique, et là, il faut essayer de faire remonter, la pression artérielle d'une façon très rapide. Et là, le remplissage vasculaire grâce au NaCl à 7,5%, il se fait en quelques minutes, chose qui est très très intéressante lorsqu'il s'agit de choc hypovolémique. Il a aussi une autre caractéristique lors du remplissage vasculaire, c'est le pouvoir de remplissage important. Le pouvoir un peu. Et on l'avait dit qu'il fallait 5 fois moins de volume à restaurer permet une action efficace. D'accord? Donc 5 fois inférieur à la quantité qu'on a calculée. Donc il est très très intéressant dans les cas de choc hypovolémique, notamment chez les bovins ou chez les équidés en général. Voilà, en ce qui concerne les indications du NaCl à 7,5%. Néanmoins, hein, il y a toujours le néanmoins par rapport aux solutés. Néanmoins, l'action est fugace. L'action est fugace, ça veut dire rapide. Il peut régler la volémie, on injecte 5 fois moins de quantité, mais toujours il est rapide. Pourquoi il est rapide? Parce que nous avons des phénomènes d'équilibre osmotique et hydrique, hein, qui vont entraîner au bout d'une heure une perte d'efficacité du soluté injecté. D'accord? Parce qu'il y a des équilibres osmotiques et comme c'est du NaCl, il doit automatiquement être soumis aux lois de l'équilibre osmotique. Et donc ces lois de l'équilibre osmotique vont automatiquement entraîner une perte de sa concentration. Et s'il y a une perte de sa concentration, il y a une perte de l'efficacité du soluté injecté. D'accord? Donc, ce qui nous ramène à dire que le NaCl à 7,5% possède un pouvoir de remplissage important, rapide, mais là, toujours le bémol, hein, le problème fugace, rapide. Hein, rapide. Ce qui nous obligera par la suite de refaire à chaque fois ou de chercher un autre soluté de remplissage pour le problème du choc hypovolémique. D'accord? L'utilisation du NaCl à 7,5% possède aussi des risques. D'accord? Possède aussi des risques qu'il faut toujours mettre en évidence et mettre à l'avant-garde quant à l'utilisation du NaCl à 7,5%. Le premier risque, c'est le risque lors de l'injection trop rapide. D'accord? Trop rapide, c'est-à-dire la vitesse de perfusion. Vitesse de perfusion. D'accord? La vitesse de perfusion. Elle peut entraîner un problème d'hypotension importante. Hein? Elle peut entraîner un problème d'hypotension importante. Hein? Donc il faut faire très attention. Ça, c'est une hypotension
qui est due à l'activation de certains mécanismes suite à l'injection trop rapide et surtout à la présence de sodium au niveau de la circulation d'une façon trop rapide. D'accord? Et c'est pour cette raison que l'injection doit être très lente. Elle doit être lente sur 5 minutes. Sur 5 minutes uniquement. Et donc, on doit donner une quantité de NaCl à 7,5% lentement pendant 5 minutes. Donc, pendant 5 minutes. D'accord? Pendant 5 minutes. Ou là, sur 5 minutes, il faut étaler la quantité sur 5 minutes. Il faut étaler la quantité sur 5 minutes. Pourquoi? Parce que la vitesse de perfusion, si elle est trop rapide, on risque d'avoir une hypotension importante, une hypotension réflexe. Hein? Une hypotension réflexe. Deuxième risque aussi, c'est le risque d'hypernatrémie. D'hypernatrémie. Ah, et là, j'attire votre attention. Attention, attention, attention à la natrémie avant d'injecter du NaCl à 7,5%. Donc, il faut contrôler la natrémie. Parce que si vous avez une hypernatrémie de départ et vous rajoutez du 7,5 qui est trop hypertonique, on aura des effets cardiaques qui peuvent être observés. Des effets cardiaques qui peuvent être observés. Donc faites très attention à la natrémie avant l'utilisation du NaCl 7%. Autre inconvénient aussi, ou bien autre risque, c'est les risques en cas d'hémorragie non jugulée. Hémorragie non jugulée. Donc je vous donne un conseil, n'utilisez jamais du 7,5% lors d'hémorragie non jugulée. Qu'est-ce que ça veut dire une hémorragie non jugulée? C'est-à-dire qui n'a pas été solutionnée. S'il s'agit par exemple d'une rupture d'un vaisseau, il faut réaliser l'hémostase avant. Si vous avez un problème d'hémorragie, surtout vasculaire, il faut essayer de régler le problème de l'hémorragie vasculaire avant de perfuser avec du NaCl à 7,5%. Pourquoi? Parce que le NaCl à 7,5%, il augmente la pression sanguine et le débit cardiaque. Ce qui peut entraîner une accentuation de cette hémorragie si elle n'est pas jugulée. Donc vous allez augmenter la pression et le débit cardiaque, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sang qui arrive au niveau de cette brèche et donc le sang va sortir encore plus. Donc avant de perfuser le 7,5% en cas d'hémorragie, il faut juguler l'hémorragie, il faut régler le problème de la rupture vasculaire avant d'utiliser le soluté hypertonique. D'accord? Ça, c'est très important. En ce qui concerne maintenant les utilisations, alors, les utilisations, comme on avait donc déjà évoqué auparavant, il est très très intéressant lors du choc hypovolémique. Il peut être soit utilisé seul, soit en association avec un autre réhydratant qu'on va étudier par la suite. C'est ce qu'on appelle le HEA. Le HEA. Le HEA, c'est ce qu'on appellera par la suite l'hydroxyéthylamidon. Et là, ce n'est plus un colloïde, ce n'est plus un cristalloïde, mais c'est un colloïde. Et donc, il peut être associé, non pas dans la même poche,
mais on utilise généralement le NaCl en premier et un relais avec le HEA lors du choc hypovolémique. D'accord? Pas dans la même poche. Hein? Dans la même poche, non. Il faut utiliser, quand on utilise du NaCl associé à du HEA, on commence par le NaCl, hein, et après, en 5 minutes généralement, 5 à 10 minutes, on donne ce qu'on appelle le bolus, la dose initiale, et on prend le relais avec le HEA. Le HEA qui est l'hydroxyéthylamide. On va étudier les composants de cet HEA et les caractéristiques de ce liquide de réhydratation. Voilà, donc voilà, nous avons terminé avec l'hydratant NaCl 0,9%. Le NaCl à 0,9%. Donc nous avons terminé avec le NaCl 0,9%. Nous avons terminé avec le Ringer lactate. Nous avons évoqué le NaCl 7,5% qui était hypertonique. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir le glucosé, le mannitol, le glucosé 10 à 30%. Donc, je vous remercie.